Bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui, et je suis heureux de recevoir aujourd'hui, deux auteurs, deux esprits profonds qui vont débattre ensemble avec moi pour réfléchir autour d'une question absolument majeure, chacun en conviendra. D'abord, Emmanuel Hirsch. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître au Cherche Midi, Fin de vie, le choix de l'euthanasie, point d'interrogation, et c'est le thème de notre discussion. Emmanuel Hirsch est professeur des universités à la faculté de médecine de l'université Paris-Sud, et il est aussi directeur de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France et de l'espace national éthique Alzheimer. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler 2 fois ensemble. J'en ai un beau souvenir. Une fois sur Alzheimer, et puis nous avons publié une note à la Fondation d'Emmanuel Hirsch sur l'hospitalité. Corinne Pelluchon, bonjour Corinne. Bonjour Dominique. Corinne Pelluchon qui est professeure de philosophie à l'Université de Franche-Comté. Alors moi j'ai 3 références pour vous. Corinne, la première référence est un article, une contribution, une note que vous avez publiée pour la Fondation Terra Nova. La note s'intitule « Peut-on parvenir à un consensus sur l'aide à mourir ?» Il y a aussi un ouvrage qui est paru l'année dernière au CERF au titre magnifique « Tu ne tueras point », réflexion sur l'actualité de l'interdit du meurtre. Et il y a dans cet ouvrage des considérations qui sont évidemment liées à la question que nous abordons aujourd'hui. Et puis, vous avez publié pour la Fondation une note également, Écologie et libéralisme, dans la même série que la note d'Emmanuel Hirsch, qui était une série consacrée aux valeurs, une première série avant notre série actuelle sur l'islam. Donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de reprendre le cœur de ce sujet, qui est un sujet très présent dans le débat public, me semble-t-il, mais je me trompe peut-être, très présent dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, comme une interrogation. Que se passe-t-il de ce côté-là? On parle beaucoup du droit à mourir dans la dignité, on parle beaucoup de mourir dans la dignité. Il y aurait donc l'installation d'une forme de mort indigne qui remettrait en question, au fond, ce que nous pensons être dans notre société, au fond, les grands canons, les grands critères d'une vie digne. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce sujet pour qu'il surgisse ainsi? Je suis très étonné, moi, à titre personnel, je ne suis pas un spécialiste de la question, elle m'intéresse parce qu'elle est intéressante, donc on ne peut pas la contourner. Vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet tous les deux. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait à ce point apparemment besoin de légiférer à nouveau, de débattre à ce sujet, de soulever peut-être de grandes querelles, peut-être aussi de grandes inquiétudes? Quelle est au fond l'évolution de la manière de mourir qui fait qu'on doit aujourd'hui se pencher sur la question? Peut-être Emmanuel Hirsch. D'abord, merci de l'invitation. Je trouve que ces questions ont beaucoup émergé dans les années 70 avec la réanimation. C'est là qu'est apparue la figure du malade sur laquelle on avait le sentiment qu'on s'acharnait. Et donc la limitation des traitements, le sens du traitement ont été interrogés à cette époque. Ensuite, vous avez les soins palliatifs qui se développent dans les années 80. Mais un moment qui me semble important, c'est aussi dans les années 80 l'émergence du sida, du VIH-sida, avec une parole de malade qui fait éruption et qui revendique des droits, et des droits politiques. C'est la remise en cause d'une certaine forme de paternalisme médical et l'appropriation par la personne malade de nouveaux droits, en tous les cas le sentiment que la décision doit être partagée et que ces valeurs doivent être prises en compte dans les décisions. Puis vous avez dans ces mêmes années l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui va faire aussi irruption sur la scène publique. Dans un premier temps, elle soutiendra beaucoup d'ailleurs le mouvement des soins palliatifs, puisque sa position n'est pas uniquement que de revendiquer une législation sur l'euthanasie, c'est de reprendre la question d'une mort dans la liberté, d'une mort dans la dignité, s'approprier la question de la mort dans un contexte qui s'était sécularisé. Et donc on assiste depuis, disons, le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, à une réflexion sociétale avec des évolutions aujourd'hui importantes, puisque vous savez que le président de la République, François Hollande, au cours de la campagne électorale, avait présenté une proposition 21 qui était revoir en quelque sorte les conditions de l'assistance médicalisée en fin de vie.
Et c'est la dimension politique du débat qui est aujourd'hui au rendez-vous de notre société. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes plutôt dans un débat politique? Est-ce que la question de la fin de vie, c'est une question médicale, puisqu'on a médicalisé cette question? Qu'en est-il de l'intime? Et qu'en est-il du droit de la personne malade jusqu'au terme de son existence? Et je terminerai donc sur un point. Pour moi, c'est une question très surprenante que de privilégier dans le contexte actuel de vulnérabilité des personnes dans la maladie la question de leur fin de vie. Les personnes très lourdement handicapées ou atteintes de maladies incurables aspirent tout d'abord à vivre leur vie jusqu'au terme de l'existence d'une manière digne. C'est-à-dire à être reconnues dans les droits. D'ailleurs, vous avez la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, qui, de ce point de vue, devrait être effective. Donc, avant de se préoccuper des conditions de la mort de la personne malade, mon point de vue, c'est d'abord de s'occuper de la dignité de sa vie, ainsi que de celle de ses proches, et d'essayer de voir de quelle manière, un des grands défis aujourd'hui, c'est de resocialiser la question de la mort dans la cité. C'est-à-dire quel type de citoyenneté reconnaître à une personne souvent atteinte de maladies chroniques, puisque quand on parle de fin de vie, le processus de fin de vie peut être un processus sur un long cours. Une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, à partir de quel moment considère-t-on qu'elle est en fin de vie? Mais vous voyez aussi avec les capacités que la médecine produit aujourd'hui, la possibilité de prolonger des existences, y compris en dehors de la réanimation. Donc nous sommes face à des défis, et je ne suis pas certain, et ce sera ma position de départ, que le législateur est aujourd'hui compétence, qu'il ait une légitimité à intervenir sur des débats de société, pourquoi pas, mais a-t-il une compétence, par exemple, à nous définir ce qu'est une alimentation ou une hydratation artificielle et les conditions dans lesquelles on va pratiquer une sédation terminale, on en parlera. D'accord, très bien. C'est très précieux ce que vous venez de dire, Emmanuel Hirsch, parce que je me disais en vous écoutant, au fond, peut-être que vous pouvez réagir, mais vous n'êtes pas obligé de réagir à ça nécessairement. On peut aussi réagir à une autre idée qui a été énoncée. Mais est-ce que nos parents, nos grands-parents en tout cas, sont morts dans l'indignité? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces temps-là qui ne sont pas si loin? Alors, d'abord, je souscris à tout ce qu'a dit Emmanuel Hirsch et qui a bien contextualisé cette question, notamment avec 2 points. La question de l'avancée des prouesses des technologies médicales permettant de réanimer toute personne, pratiquement, et donc se pose la question des limites des traitements qui peuvent devenir disproportionnés à l'état du malade et à l'évolution de sa pathologie. C'est surtout vrai dans le cas de lésions irréversibles du cerveau. Donc, la médecine a créé des cas d'acharnement thérapeutique et c'est vrai que la société s'est emparée de ce sujet et qu'en 2005, la loi dite Leonetti a permis d'encadrer les décisions de limitation et d'arrêt de traitement pour ces personnes pour éviter l'acharnement thérapeutique qui était un nouveau visage, si je puis dire, de la malfaisance. Mais le deuxième point, c'est effectivement la médicalisation de la mort qui est liée au fait qu'aujourd'hui, les personnes, parfois, meurent lentement, au terme de plusieurs années de maladies chroniques. Et les soins palliatifs sont un moment essentiel, mais parfois certaines personnes, notamment c'est le cas en cancérologie, éprouvent vraiment le sentiment qu'elles tardent un petit peu à mourir. Donc il y a aussi une angoisse de la population à mal mourir, qui en plus est rendue pertinente par le fait que, de fait, il y a des personnes, 13 000 personnes en France meurent aux urgences, ce qui n'est pas le bon moment, le bon lieu pour mourir. Donc il y a quand même ces deux, le contexte médical et technique et le fait qu'on meurt encore un peu mal, pas toujours, et puis que les soins palliatifs sont inégalement répartis sur le territoire et délivrés une semaine ou quelques jours avant le décès, ce qui fait que la personne a eu le temps d'être très mal et de manquer l'accompagnement qui pourtant lui est normalement dû en vertu de la loi de 1999. Donc il y avait un droit opposable aux soins palliatifs. Donc ça c'est le contexte. Alors moi, ce que je peux ajouter par rapport à ce qui a été dit par Emmanuel Hirsch, c'est que je crois qu'il y a des lignes de désaccord extrêmement importantes sur cette question d'une légalisation ou d'une dépénalisation d'une aide active à mourir, qu'elle prenne la forme
d'une dépénalisation conditionnelle, comme en Belgique, qu'elles prennent la forme d'une aide pharmacologique au suicide qui limite la responsabilité, la part des médecins, comme donc ça se passe en Oregon, dans le Montana, Washington. Mais il y a effectivement des lignes de désaccord qui sont liées à plusieurs choses, mais notamment le droit que chacun s'octroie sur sa vie, sur sa mort. Donc ça, c'est des questions indécidables que la philosophie ne peut pas trancher, mais qu'il faut formuler. Il me semble néanmoins que malgré ces lignes de désaccord, qui font que certains diront que le droit à mettre un terme à sa vie est un droit vraiment aux libertés et qu'en plus il faudrait que la société lui fournisse les moyens de le faire, voire l'institution médicale, première ligne. Autre ligne, les gens qui, et c'était le cas d'Emmanuel et c'est mon cas aussi, c'est notre cas, qui sont perplexes à l'idée d'une dépénalisation ou d'une légalisation d'une aide active à mourir qui fait intervenir un tiers, qui n'est pas seulement un problème de liberté, qui fait intervenir un tiers, les médecins, la société, qui donc, bon, voilà, on peut être perplexe parce que, effectivement, introduire la légalisation ou la dépénalisation de l'aide active à mourir peut induire des demandes de mort, peut être finalement presque trop facile et trop rapide, alors qu'on sait que la plupart des personnes en fin de vie qui réclament la mort cessent de réclamer la mort quand elles ont un accompagnement de qualité. Donc si la demande est trop rapide ou trop facile, ça peut être finalement une mauvaise réponse à une vraie question qui est celle de mourir dans de bonnes conditions. Mais moi je crois aussi qu'il y a une démarche qui est non pas déontologique, en vertu d'un principe, il ne faudrait pas tuer quelqu'un même sur sa demande, c'est un principe conséquentialiste, c'est-à-dire que s'interroger sur l'éventualité d'une dépénalisation ou d'une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, ça implique de s'interroger sur son impact, sur la pratique médicale, sur le fait que ça peut éroder la confiance des personnes dans les soignants, que ça peut aussi non pas seulement contrarier les valeurs des soignants, mais quand même les mettre dans la double contrainte, où on leur demande de tout faire pour accompagner et après on leur demanderait d'aider la personne à mourir. Néanmoins, malgré tout ce que j'ai dit, et donc qui exprime une certaine perplexité, avec l'idée qu'on ne peut pas comme ça agiter l'idée que la dépénalisation ou la légalisation du suicide assisté, d'euthanasie serait un progrès, une réponse à tous les problèmes, on ne peut pas le dire de façon si rapide, contrairement à ce qui est fait. Néanmoins, je crois que si on circonscrit bien le sujet, qu'on distingue le cas des personnes dans le coma, qui ne peuvent pas demander quoi que ce soit, le cas des personnes, donc dans le coma, des personnes qui sont conscientes, qui demandent à bénéficier d'une aide active à mourir, eh bien je crois qu'on peut se demander justement si cela aurait un sens dans un contexte pluraliste, avec des personnes qui ont des intérêts et des opinions, des conceptions du bien différentes, d'arriver quand même à tracer une ligne d'accord sur fond de désaccord, à tracer un dissensus raisonnable ou un consensus sur cette question difficile en tenant compte de plusieurs facteurs. Le premier, c'est les différents acteurs, pas seulement ceux qui réclament ce droit à bénéficier d'une aide active à mourir, mais aussi les soignants. Le deuxième, c'est les lois qui ont une épaisseur et ce qui s'est fait pour ne pas détruire l'équilibre fragile et précieux qui avait été créé avec la loi Leonetti, qui encadrait les décisions de limitation et d'arrêt de traitement et permettait de ne pas confondre ces questions des arrêts de traitement, qui ne sont pas du tout des questions d'euthanasie, de suicide assisté, avec ce fameux problème qui n'avait pas encore été posé par la loi Leonetti, mais qu'il faut quand même regarder en face, c'est une personne qui a eu accès aux soins palliatifs, mais qui n'en veut plus, ou qui n'en veut pas, Chantal Sébir, ou qui n'en veut plus parce qu'elle considère que c'est trop long, est-ce qu'elle peut bénéficier d'une aide active à mourir? Et si oui, est-ce que ce sera simplement une euthanasie réalisée à l'hôpital? Est-ce que ce sera un suicide assisté, où elle prendrait elle-même, elle ingérerait le produit, mais qui lui serait délivré par l'institution médicale? Ou est-ce que, à minima, on envisagerait une solution où la part des médecins serait très mince, se bornant à reconnaître que la personne est en fin de vie, donc elle a moins de 6 mois à vivre, et qu'elle est compétente, et lui permettant d'avoir une ordonnance qui fait qu'elle prend la substance létale ou pas.
C'est-à-dire que mais juste je finis. Donc ça, non, mais c'est important de voir qu'il y a plus. Souvent, le public pense qu'il n'y a qu'une dépénalisation conditionnelle de l'euthanasie, hein, comme en Belgique. Il y a plusieurs modalités. Je n'ai pas dit qu'il y avait une solution. Je dis simplement que ce débat, dans la mesure où il est politisé, où on est dans une démocratie, où il faut tenir compte des points de vue divergents des personnes et en même temps instituer une solution adaptée qui ne détruise pas l'équilibre existant, qui ne blesse pas les soignants dans l'exercice de leur métier et qui n'induise pas des demandes de mort, qui ne soient pas violentes, puisqu'il y a un risque très profond quand on légalise ou dépénalise l'euthanasie d'induire des demandes de mort et qui, ce sera mon dernier mot, dans un contexte économique tendu, ferait que finalement le suicide assisté serait la réponse la plus commode et plus économique à la question de la fin de vie et ferait qu'on volerait aussi aux personnes leur mort, hein, ce moment, parce qu'en fait la fin de vie, d'abord les fins de vie, parce qu'on parle souvent d'un singulier, mais il y a des situations très très différentes en néonatologie ou chez les personnes en cancer, etc. Mais les fins de vie, c'est des moments qui peuvent aussi être tout à fait importantes et Emmanuel Hirsch en a maintes fois parlé, y compris dans son dernier ouvrage. Je suis peut-être trop sur le terrain pour être aussi bon philosophe que ne l'est Corinne. Je trouve que ces raisonnements sont importants, mais nous sommes dans des situations où finalement l'opinion est assez trompée. D'abord parce que la réalité vécue sur le terrain est quelquefois dure à se la représenter. Lorsqu'on est confronté à titre personnel à la fin de vie de quelqu'un qui nous est cher, je ne vois pas en quoi ça peut bien se passer. Vous voyez, quand on idéalise en disant on meurt mal en France, je vois mal comment on pourrait bien mourir, si ce n'est d'un point de vue philosophique. Et j'arrive à comprendre d'ailleurs ceux qui d'un point de vue philosophique disent une bonne mort, c'est une mort vécue, assumée. Là où je me pose des questions, c'est le recours alors aux médecins pour poser le cocktail d'éthique ou pour prescrire le suicide médicalement assisté. Ce que j'observe, c'est que la question majeure depuis les années 70, outre la question de la représentation d'une mort indigne, parce que totalement dépendant, en perte d'autonomie, et avec toute cette technicité qui était la représentation des années 70, qui est moins la représentation de la réanimation aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a des procédures, des processus de limitation et d'arrêt de traitement, et il est très rare finalement qu'on s'obstine d'une manière déraisonnable, notamment lorsqu'on prend des décisions en équipe, et puis la loi Leonetti a permis aussi les directives anticipées, la personne de confiance, donc on a tout un ensemble d'éléments qui satisfont à une véritable prise en compte respectueuse de la personne. Mais la vraie question, c'est la question de la souffrance. Pas uniquement la question de la douleur, mais la question de la souffrance. Et Bernard Kouchner, de la même manière qu'il a porté sa loi du 4 mars 2002, il a porté très fort le droit de ne pas éprouver de douleur. Et je crois que c'est un point important, puisqu'il y a la douleur, et vous savez que Ricoeur distingue la douleur de la souffrance, qui est beaucoup plus globale, psychologique, existentielle. Ce à quoi les personnes sont souvent confrontées en fin d'existence, et pas d'ailleurs qu'en fin d'existence, dans le parcours de la maladie au long cours, c'est la désocialisation. C'est la perte d'identité, de dignité, d'estime de soi. Quand on voit le calvaire que représente le parcours désocialisé des personnes malades au long cours, on comprend qu'à un moment donné, leur seule expression d'une dignité est finalement ce qu'ils ont à demander à la société, délivrez-moi en quelque sorte. Et donc j'arrive à comprendre, je ne suis pas du tout dogmatique. Là où je suis plus inquiet, c'est quand on commence à être spécieux sur les modalités administratives d'une prise de décision face à une personne qui, à un moment ou à un autre, se trouvera en situation de demander une assistance médicalisée pour anticiper le moment de sa mort. Et je pense d'abord que toutes ces questions seraient totalement recevables si notre société consacrait aux soins, au long cours, et pas uniquement aux sanitaires, mais au médico-social, les réponses satisfaisantes pour des personnes atteintes de très lourds handicaps. On a évoqué dans l'actualité M. Vincent Lambert, donc une personne assimilée à une personne en état végétatif persistant. Se pose la question de ces institutions qui accueillent ces personnes, se pose la question du sens aussi de ces existences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser ces questions. Lorsque vous allez dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où la moyenne d'âge est 90 ans et vous avez des personnes souvent très gravitarisées puisqu'elles sont arrivées très tardivement, les soignants au quotidien se disent mais quel est le sens, quelle est la valeur, est-ce que j'aimerais être à leur place? Toutes ces questions méritent d'être posées. Mais pour les poser, il faut qu'on soit dans une société qui exprime, et on en parle beaucoup aujourd'hui, un certain nombre de valeurs. Et la valeur cardinale, me semble-t-il, c'est les obligations à l'égard d'une personne vulnérable. Et donc, nous avons des personnes qui sont vulnérables dans la maladie. Les personnes malades elles-mêmes, leurs proches, mais souvent aussi les professionnels démunis.
Quand on est dans l'abstraction, et tout à l'heure, Corinne Pelluchon l'a très bien dit, chaque situation est singulière. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, en quoi une loi peut-elle, à part poser des repères très précis, répondre à des situations singulières, et ceux qui aujourd'hui veulent que la loi évolue vers une dépénalisation de l'euthanasie évoquent quelques situations singulières qui le justifieraient. À cet égard, je rappelle que le Comité consultatif national d'éthique avait rendu en janvier 2000 un remarquable avis, l'avis 63, qui portait sur l'exception d'euthanasie, et je trouve que c'est une piste qui n'a pas été fouillée. Donc j'en reviens par rapport aux propos de Corinne. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'équivoques. D'abord, on ne peut pas idéaliser les soins palliatifs. Tout le monde n'a pas envie de bénéficier de soins palliatifs. C'est un mode d'approche de l'accompagnement de la fin de vie, qui est un mode d'approche recevable pour certains, qui n'est pas pour d'autres. On est dans un contexte où, d'une manière idéologique, d'un point de vue culturel, les gens veulent maîtriser les choses, veulent les anticiper. Donc on est dans cette culture qui se transpose, notamment dans la loi Leonetti, avec les directives anticipées. Tout le monde n'a pas non plus envie d'anticiper. Vous savez que la loi Leonetti n'est pas une loi méconnue par les professionnels de santé, elle est méconnue par la société, et les sondages sont les mêmes. 15% de personnes disent ne pas vraiment connaître le fond de cette loi, au contraire, en tous les cas, il y a peu de personnes qui connaissent réellement le fond de cette loi, comme la loi d'ailleurs sur les prélèvements d'organes. C'est assez intéressant parce que ça touche à la mort. Mais sur le terrain, et là je pose un premier point, la loi du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie, est mise en œuvre. Elle n'est pas mise en œuvre dans tous les services, puisque tous les services ne sont pas confrontés à ces questions. C'est les services de réanimation, les services effectivement d'aigus, où les personnes sont confrontées à des fins de vie. Là où il y a un vrai problème, c'est dans le secteur du médico-social. Il y a dans des établissements, par exemple, qui accueillent des personnes très très dépendantes, des personnes très handicapées. Il n'y a pas toujours cette anticipation de circonstances qui risquent d'évoluer vers la mort. Et tout à l'heure, Corinne a évoqué les personnes qui, au dernier moment, vont aller dans un SAMU vers un service d'urgence. Toutes ces questions, j'arrive à les poser. J'en reviens, pour moi, à l'essentiel du débat d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que notre société ait comme signal aujourd'hui, dans le contexte d'incertitude, dans le contexte de peur, dans le contexte d'interrogation sur qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait valeur, où est le lien social, etc. Je ne suis pas certain que ce soit un signal fort que de dire la seule avancée en termes de droit pour une personne malade, c'est d'avoir le droit à une sédation profonde et continue et de bénéficier de directives anticipées opposables. Je ne suis pas certain que ce soit une avancée. Je ne dis pas que je ne comprends pas la démarche, mais je pense qu'on a besoin d'autres signaux aujourd'hui qui nous permettent de dire qu'est-ce que c'est faire société auprès d'une personne vulnérable. On a besoin d'avoir des professionnels qui ne vivent pas l'incertitude. Depuis quasiment 2005, depuis le vote de la loi Leonetti, on nous dit que c'est une loi transitoire et qu'il y aura de toute façon une autre loi. Et il y a tout un ensemble de manipulations idéologiques, politiques, qui ont finalement empêché que la loi s'implémente d'une manière sereine. Quand on nous dit donc on meurt mal en France, un certain nombre d'instances éthiques ont repris la théorie on meurt mal en France, je ne sais pas quel type d'audit elles ont fait du terrain, il y a aussi des lieux où on meurt bien en France, et je trouve que j'ai déjà une imposture de dire d'une manière globale, comme ça, systématiquement on meurt mal en France. Il y a eu énormément d'avancées remarquables, et je pourrais le citer. Le deuxième point, quand on dit la loi Leonetti n'est pas pratiquée, c'est totalement faux. Si elle était si mal pratiquée, imaginez qu'on aurait au quotidien un certain nombre d'affaires qui défraieraient la chronique et qui seraient relayées par les grandes associations militantes dans ce domaine. Troisième point, quand on nous dit le modèle en termes de valeur, en termes de liberté, en termes de modernité, c'est le modèle par exemple à quelques kilomètres de la frontière d'aller en Belgique, aux Pays-Bas. Je ne vois pas en quoi c'est un modèle, c'est une avancée certainement pour ce pays, mais quand on voit ensuite les avancées depuis la loi de 2002 qui ont été apportées à cette loi, qui aujourd'hui concerne des mineurs, demain des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, des grands mélancoliques, on sait très très bien que dès lors qu'on a légiféré dans ce domaine, les critères de minutie qui avaient été posés au départ sont extensibles à l'infini. Et donc je pose la question, et c'est pas pour mettre en cause du tout tout côté argumentation, on nous dit, vous savez, on va mettre en place des commissions de contrôle, c'est les commissions d'évaluation en aval, certains disent des commissions en amont. Moi je pense que la mort, c'est pas une question administrative. C'est, en tous les cas, la fin de vie doit être vécue comme pour la personne la possibilité d'aller au bout de son parcours. Deuxième point, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas une confusion majeure à conférer aux médecins la légitimité d'intervenir pour mettre un terme à l'existence d'une personne. Et quand vous allez sur le terrain, vous voyez beaucoup de situations très incertaines, qui ne sont pas des situations d'abus, ou si demain il y avait cette espèce de permission symbolique du législateur qui dirait vous pouvez vous le permettre, c'est dans la loi, à mon avis, on n'en a pas encore totalement conscience, mais je pense que ça induirait des comportements
aussi bien d'ailleurs de la personne malade, de ses proches, que des professionnels de santé, qui auraient des conséquences tout à fait péjoratives sur les personnes les plus vulnérables, les plus solitaires face à la maladie, celles qui n'ont pas un réseau qui va les soutenir. Mais sur le terrain, ceux qui sont le plus exposés à toutes ces questions, c'est véritablement les personnes solitaires. Donc je ne suis pas en train d'être dans la compassion. Je dis, si des personnes se considèrent à ce point matures, qu'elles ont envie d'assumer leur vie jusqu'à son terme, y compris en décidant la question de la mort, je ne vois pas en quoi ça a besoin d'être légalisé, et je vois mal en quoi cette fonction doit être déléguée à des médecins. On a le sentiment qu'il y a une espèce de glissement entre désirer ne plus souffrir, devenant l'équivalent de désirer mourir. Moi, je l'entends beaucoup, en tout cas, dans tout ce qui est dit. Je l'entends beaucoup. Et quand on dit les gens souhaitent être délivrés de la souffrance, pas simplement de la douleur, de la souffrance, parce que vous avez fait la différence avec Ricoeur, en effet, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais quelle est cette délivrance? Qui est délivré, sinon nous-mêmes, de ce poids, de ce problème, de cet impossible sujet? Quelle est la délivrance promise à celui qui meurt, à part dans un registre bien sûr religieux, on peut imaginer ça, mais ça paraît très confus, je trouve. Et l'un et l'autre, dans chacun de vos livres, de manière différente. Corinne, je n'ai pas retrouvé la page, mais je sais que c'est dedans, parce que je l'ai déjà cité, et ça m'avait beaucoup frappé. Vous dites à un moment donné, dans « Tu ne tueras point », je ne suis pas juge de la dignité de l'autre. Et Emmanuel Hirsch, vous dites, il nous faut pouvoir nous consoler de l'existence sans considérer que le dernier devoir consiste à congédier la vie en l'abrégeant. Ces éléments-là, on ne les sent pas suffisamment présents. Il y a comme une espèce de... peut-être que c'est un peu accusatoire ce que je vais dire là sur l'état de la société, de ce que je ressens du débat, mais un désir d'en finir plus vite. Comme si nous étions enfin dans un débat qui est porté par des gens bien vivants, bien portants, et qui parlent en fait d'autres personnes, qui ne se projettent pas du tout dedans. Oui, alors, et je rebondirai sur ce qu'a dit Emmanuel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui demandent aussi une explication. Effectivement, on est dans une société où il y a cette valorisation de la maîtrise comme condition du sentiment de dignité, voire de la dignité elle-même. Donc, des bien portants peuvent dire, eh bien moi, j'aimerais mettre fin à ma vie si je perds mes facultés cognitives, etc. Cela dit, et je pense effectivement qu'il faut résister à cette culture qui tend à instaurer une sorte de hiérarchie entre la valeur des différentes vies, et qui peut avoir un effet tout à fait discriminant pour les vies qui sont justement où il y a des handicaps. Cela dit, je crois quand même qu'on dépasse cela, que les personnes qui revendiquent, je ne partage pas leur point de vue, mais qui revendiquent un droit à mourir, d'ailleurs dans la liberté, c'est ce qu'elles disent maintenant en substituant le mot liberté à dignité, eh bien, s'estiment expertes de leur propre vie et pensent qu'il est mieux pour elles d'y mettre fin. Alors elles le feront ou pas, car il faut être modeste, nul ne peut savoir comment il réagira à l'approche de sa mort. Et s'agissant des maladies dégénératives du système nerveux, il a été suffisamment documenté ce fameux disability paradox, où la personne au départ, quand on lui annonce le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, veut se défenestrer, et puis ensuite elle s'habitue au handicap, et il y a une sorte d'enfermement dans le présent, une qualité de la vie présente, et elle ne veut pas du tout mourir après, parce que l'identité, c'est quoi? L'identité est au présent. Ce n'est pas forcément la fidélité à une parole passée, ce qui d'ailleurs souligne la limite des directives anticipées, puisque je peux dire à un moment je voudrais mourir si je perds mes facultés intellectuelles, mais au moment où je les perds, eh bien finalement on peut être une démente heureuse. Donc voilà, néanmoins ça n'enlève pas toute la valeur aux directives anticipées dans le cas, selon moi, des lésions irréversibles du cerveau, car le cerveau n'est quand même pas un organe comme les autres, et on peut déjà en amont se dire, c'est d'ailleurs mon cas, que si j'avais des atteintes cérébrales graves irréversibles, mesurées par les outils d'imagerie cérébrale actuels, avec un pronostic très pessimiste de récupération des fonctions neurologiques, eh bien moi, personnellement, j'aimerais que l'on arrête les traitements.
Donc je pense que c'est quand même important de faire en sorte que la personne soit experte quand même de sa vie, de ce qu'elle considère comme étant une vie qui vaut. Mais le seul problème, et il a été souligné et par Emmanuel et par moi tout à l'heure, c'est que quand on parle de loi, de législation autorisant l'aide active à mourir, pour être large, eh bien on introduit un tiers. Ce tiers, c'est la société dont l'obligation serait de prodiguer à la personne qui le demande les moyens de le faire, et c'est l'institution médicale. Et ceux qui sont les héros de la légalisation, de la dépénalisation de l'aide active à mourir, oublient que ça peut faire du mal à l'institution, pas seulement au patient A, mais au patient qui vient après, parce que quand je parlais tout à l'heure de la confiance des familles dans le travail des soignants, c'est pas un joli mot, c'est que la médecine étant tellement technique aujourd'hui, les diagnostics et les pronostics qui sont faits, exigeant des compétences telles que les proches doivent avoir confiance dans la parole du médecin et ne pas le soupçonner de vouloir libérer un lit ou de vouloir finalement apporter une réponse plus commode. Donc voilà, ça je pense que c'est quand même important. Mais néanmoins, je crois que aujourd'hui, si on doit quand même... Moi j'entends tout ce qui a été dit sur le fait qu'il y a plusieurs cas, il y a des cas, et souvent on fait un débat sur des cas exceptionnels qu'il faut entendre, c'est-à-dire des personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs et qui réclament encore la mort, ce qu'on appelle des demandes persistantes. Il y en a très peu. La plupart des personnes qui demandent la mort, ils ne le demandent plus une fois qu'on leur prodigue des soins de qualité. Il y a une chose aussi, c'est que la demande de mort au moment de la fin de vie, elle est fluctuante. Il y a des jours, ils demandent la mort et le lendemain, ils ne le demandent pas. La pulsion de vie est plus forte. Ça, c'est quand même très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner comme ça à la personne qui dit « tuez-moi, libérez-moi » les moyens de le faire, parce que l'accompagnement, le soin, c'est entendre ce qu'il y a derrière une parole comme ça, et que les soignantes, les soignants reçoivent de plein fouet. Donc cette demande, elle est ambivalente et elle doit aussi... mais il y a quand même des demandes persistantes de personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs, qui n'en veulent plus, qui considèrent qu'il y a un acharnement dans l'accompagnement. Il y en a très peu. Et ce très peu fait qu'on a des débats qui d'ailleurs ont amené des amalgames entre les demandes de personnes compétentes en fin de vie qui ne veulent plus des soins palliatifs, qui demandent une sorte d'autorisation à mourir un peu plus vite parce que la mort prend du temps. C'est surtout le cas en cancérologie. Avec des c'est pas la question. Oui, mais non, attends, oui. Je finis. On a confondu cette question à laquelle il faut quand même apporter une solution. Je n'ai pas dit que la loi serait la solution à tout, mais la loi encadrerait et dirait ce qui serait possible ou pas et quel serait le rôle ou pas des médecins. Et si, selon moi, une des solutions, ce serait de le rendre possible, le modèle d'Oregon, mais sans doute peut-être même en dehors des lieux de soins. Mais après, on a confondu ça avec la question du handicap, des handicaps, la question, et je crois que c'est très différent. Effectivement, une personne souffrant d'Alzheimer ou de handicap ou de déficit cognitif important, une personne âgée, on doit soutenir son sentiment d'existence. Car si elle a un sentiment d'indignité, c'est parce que la société, l'établissement où elle est, ne lui permet pas de s'épanouir à sa mesure. Et une personne d'Alzheimer, tu connais très bien le problème, moi je le connais aussi un petit peu, elle a des sentiments, elle peut, même si elle ne fait plus de mathématiques, elle ne lit plus de littérature, elle peut avoir une autonomie au sens où, même si elle n'a plus de compétences au sens juridique du terme, elle a des désirs et des valeurs, et elle a besoin d'une personne qui déchiffre ses désirs et ses valeurs et qui lui propose des activités lui permettant justement d'être heureuse. Et parce que quand on lui impose des choix, elle répond par la prostration ou même l'agressivité. Donc, et c'est très différent ces questions-là de l'accompagnement des personnes souffrant de handicap avec la question du coma, c'est-à-dire une situation produite par la médecine dans sa très haute technicité, et la loi Leonetti y avait quand même répondu. Et voilà, le problème de l'affaire Vincent Lambert, c'est une division de la famille qui explique cela. Et le troisième problème, c'est les demandes de personnes compétentes qui parlent
à la première personne, qui ont eu accès aux soins palliatifs et qui n'en veulent plus ou qui n'en veulent pas. Et là, c'est ce seul petit point qui permettait d'ouvrir le débat sur l'aide active à mourir, mais on en a fait quelque chose d'inclusif, souffrant de la vie. Bon, ça c'est absolument impossible. Et effectivement, mon dernier mot, c'est que toute loi a une dynamique. Et la loi de dépénalisation conditionnelle en Belgique, il ne faut pas s'étonner qu'elle inclue maintenant les mineurs, etc., etc. Tout ce que dit Corinne est très juste. J'aimerais juste deux précisions. D'abord par rapport à la question que Dominique a posée sur la notion de la souffrance, qui me semble une question fondamentale, y compris d'un point de vue politique, la responsabilité vis-à-vis de l'autre qui souffre, qu'il soit malade ou qu'il soit dans une situation de précarité, de vulnérabilité sociale. Mais le premier point que je voulais souligner, c'est qu'on a la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, qui parlait déjà de droit de personnes malades à refuser un traitement. C'est-à-dire que les choses, elles ne se sont pas construites uniquement par rapport à la problématique de la fin de vie. Elles se construisent par rapport à la problématique de la maladie au long cours. C'est-à-dire, il y avait des maladies aiguës avec des épisodes, malheureusement, qui se terminaient assez rapidement. Et maintenant, on prolonge les existences. Et ce que la personne souhaite, c'est une vie de qualité. C'est-à-dire au nom de ce qu'elle souhaite. On le voit bien, aujourd'hui on a le bénéfice de pouvoir parler de l'après-cancer. Donc les gens disent, j'aimerais pouvoir me faire assurer, j'aimerais pouvoir avoir un emploi. Ça c'est des questions importantes, des questions politiques. Effectivement, si vous avez lutté pendant des années contre une maladie et que vous avez réussi, soit vous trouver en rémission, soit même à vaincre la maladie et que vous vous retrouvez totalement désocialisé, vulnérabilisé, vous pouvez vous poser la question, à quoi bon? La société a investi en termes de technicité, en termes d'économie pour vous permettre de bénéficier de ces traitements. C'est la même chose pour des greffes d'organes et puis ensuite il n'y a plus rien. Donc la première question à mon avis importante, elle est quand même très nouvelle pour notre société, c'est la maladie chronique. On a à peu près 15 millions de personnes atteintes de maladies chroniques. C'est la longévité, le vieillissement, avec toutes les altérations liées au vieillissement, y compris d'ailleurs des altérations neurodégénératives. Donc tous ces éléments sont quand même des éléments à penser dans notre société. Il n'y a pas réellement de réflexion anticipatrice sur ces questions. Comment on va vivre au domicile la réalité de la maladie, puisque avec l'évolution des pratiques, l'hôpital sera un lieu d'excellence pour finalement des hospitalisations courtes, et puis ça sera surtout au domicile. Donc comment la société va se mobiliser? Comment elle va être en capacité d'accueillir? Toutes les réflexions fondamentales sur la cité en général peuvent être sollicitées. Comment d'un point de vue architectural, comment d'un point de vue de citoyenneté, on va reconnaître des droits d'abord politique à ces personnes. C'est ce que revendiquaient les malades du sida. Donc le premier point, je pense que c'est poser une question certes importante, mais qui n'est pas fondamentale. La question fondamentale, elle a été bien abordée ces dernières années au niveau européen, c'est le processus décisionnel. C'est-à-dire il y a une dynamique, une personne évolue dans son histoire de vie, elle rencontre la maladie, il y a des gradations de la maladie, il y a des phases, et il y a des moments, effectivement, et c'était assez bien dit dans le rapport du CCNE, où on se retrouve plus en proximité avec une décision qui a des conséquences d'un point de vue terminal. Deuxième point, quand on parle de souffrance, et c'est vrai que dans un contexte sécularisé, dans le contexte où la question de la fin de vie, avant qu'on parle de la médicalisation de la fin de vie, c'était une question qui renvoyait au spirituel, à la catharsis, enfin je veux dire au dolorisme. Il y avait tout un ensemble de valeurs chrétiennes dans notre société qui étaient mobilisées. Aujourd'hui, on est très à court dans le laïcisme par rapport à ces questions. Et on n'a pas les vraies réponses. Donc quel type d'accompagnement? Il y a eu des soins palliatifs selon un modèle anglo-saxon très protestant. On dit on va assumer une responsabilité auprès de la personne jusqu'au terme de son existence, en intégrant également la dimension spirituelle, pour ne pas dire la dimension religieuse. Mais on se trouve très à court. Et donc on est face à ce qu'on appelle les souffrances globales. C'est pas uniquement la douleur, on arrive assez bien à la contrôler, y compris la personne, on lui donne des pompes à insuline, enfin des pompes à morphine, elle arrive à réguler ça. La vraie question, c'est la souffrance existentielle. Quel est le sens de ce qui me reste encore à vivre? Est-ce que je le vivrai seul? Est-ce que je le vivrai dépendant dans une institution dont je n'ai pas envie? Enfin, je veux dire, comment je me projette dans un avenir? Est-ce que je peux encore me projeter? Ça, c'est des vraies questions qui sont des questions sociétales. Effectivement, si demain on vous annonce que vous êtes en phase débutante d'une maladie d'Alzheimer et que votre perspective, c'est de retrouver dans une institution où vous n'avez pas envie de vivre, évidemment, à partir de ce moment-là, vous en tirez un certain nombre de conséquences. Mais vous avez aussi des institutions qui s'adaptent pour accueillir des personnes jeunes au niveau de leurs valeurs. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. Et la question de la souffrance, elle me semble la question la plus à solliciter, puisque la réponse que le législateur veut apporter, c'est précisément la sédation. C'est-à-dire endormir la personne, y compris, j'allais dire, lorsque la question de la fin de vie est une question difficile à définir. Qu'est-ce que c'est une personne en fin de vie? Est-ce que M. Vincent Lambert, qui était en état végétatif, mais ça a l'air de rien. Non, c'est ça. On peut dire c'est une personne en fin de vie. Alors,
Il y a des définitions, certains disent la fin de vie, c'est quand, d'une manière un peu unanime, la famille, la personne malade et les professionnels estiment qu'il y a un pronostic vital engagé à 6 mois, par exemple. Mais il y a des définitions extrêmement stupides. Puis il y a des gens qui n'ont jamais vraiment vécu leur vie. Ça a l'air de rien, mais c'est un paradoxe. Quelquefois, dans ce temps extrême, on le voit dans les soins palliatifs, les gens vont au bout d'eux-mêmes et se révèlent à eux-mêmes dans l'accomplissement d'une existence qui, finalement, confrontée à ces échéances, aura trouvé de la signification. Donc la vraie question pour moi à poser, c'est la question de la souffrance. Est-ce que c'est aux politiques de l'envisager avec seule réponse, la sédation profonde, continue? C'est une question qu'on peut se poser. La sédation, je suis marié avec une anesthésiste réanimateur, elle fait de la sédation tous les jours. C'est une sédation pour endormir la personne et lui éviter d'avoir à souffrir. Mais une sédation qui est quasiment terminale, ce que certains appellent une sédation euthanasique, est-ce que c'est la réponse adaptée à la souffrance existentielle d'une personne et est-ce qu'on a vraiment des réponses? Et donc j'en termine pour dire qu'on développe tout ce champ. Moi je pense que ce qui est important, et Corinne l'a très bien dit, c'est de réhabiliter une relation de confiance. Une relation de confiance déjà entre la personne malade et ses proches. Ça a l'air de rien, mais la trajectoire dans la maladie, le parcours au long cours de la maladie fait que finalement il y a une atomisation, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, trouver de la cohérence, trouver une certaine forme de paix, de bien-être, de confiance, c'est important. Réhabiliter également la relation de confiance avec des professionnels. Et quand vous faites une analyse que les politiques ne veulent pas voir aujourd'hui, quand vous faites une analyse sur le terrain, par exemple hospitalier, est-ce que les professionnels aujourd'hui sont en capacité d'accompagner dignement des personnes dans la maladie, qui les accompagnent relativement bien en termes de réponse thérapeutique, j'allais dire en termes même de technicité, c'est évident, mais au niveau de tout ce qui est la disponibilité, l'écoute, le soutien, les professionnels qui aujourd'hui s'engagent dans ce domaine et maintiennent un engagement fort, le font au nom de valeurs profondes, mais qui ne sont même pas évaluées comme, j'allais dire, justifiant leur acte de la part de l'administration. On est dans une gestion, finalement, de l'hôpital. Donc tous ces éléments font. Vous avez des personnes de plus en plus solitaires. Une médecine est, Corinne a dit, de plus en plus dans la technicité, dans l'évaluation, dans les protocoles, dans les procédures. Et vous avez des gens qui aspirent à trouver un espace de liberté qui leur est refusé. Et j'en arrive à la conclusion, leur dernière expression d'une revendication dans un contexte où on n'est plus audible que quand on revendique finalement une mort dans la dignité, c'est de proclamer haut et fort qu'ils veulent ou qu'elles veulent mourir dans la dignité. Et le dernier point que je me permets d'observer qu'on n'a pas assez analysé, avoir à rédiger ces directives anticipées, c'est pas si évident, la preuve c'est que peu de personnes le font. C'est aussi une souffrance. C'est-à-dire avoir à anticiper des situations. Est-ce que vous, Dominique, est-ce que Corinne a envie de penser qu'elle sera demain en réanimation et que finalement il faut qu'on anticipe cette situation comme on devrait anticiper le fait qu'on peut être en situation d'état végétatif persistant. Donc c'est vraiment déjà une souffrance supplémentaire. Avoir aussi à se prononcer sur la question de la sédation. De se dire, c'est-à-dire avoir assumé finalement en solitaire, d'une manière individualiste, au nom de critères, de valeurs qu'on doit mobiliser, mais on ne les a pas tous, ces critères et ces valeurs. Est-ce qu'on va demander l'avis à un proche en le culpabilisant d'avoir donné l'avis qui est contradictoire à ce que finalement on souhaiterait? Voilà. Toutes ces questions me font penser qu'on rajoute de la souffrance à la souffrance. Et encore une fois, je ne trouve pas que c'est un bon signal dans une société en crise comme aujourd'hui de dire la préoccupation centrale par rapport aux questions de santé. Remarquez que dans le débat politique, on nous parle d'une loi santé, mais ce qui focalise l'attention aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir une loi qui dépénise ou pas l'euthanasie, ou est-ce qu'il y aura encore suffisamment de retenue pour que ce soit la prochaine loi, puisque finalement, si demain, on ne légifère pas d'une manière favorable à la dépénalisation de l'euthanasie, on sait que ça sera pour demain. De toutes les façons, les choses sont jouées. Donc tous ces éléments, bout à bout, me font dire, je respecte l'autonomie de la personne, fondamentalement, c'est une valeur tout à fait importante, mais je m'interroge sur en quoi une personne dépendante d'une maladie, vulnérable dans la maladie, est-elle ou pas autonome, et comment lui permettre précisément de retrouver l'autonomie. Et les soins palliatifs ont cette philosophie, c'est de réhabiliter la personne dans sa capacité de se penser, de se vouloir, de s'aimer et de se projeter dans un avenir même s'il est limité. Donc je pose la question de l'euthanasie, et je dis, je termine sur ce point, qu'on nous trompe beaucoup. C'est-à-dire on a dramatisé les situations de la mort, puisqu'on dramatise tout dans la société. Les seules choses qui sont apparemment à fasciner les gens, c'est le côté dramatique. Et on en arrive à un débat binaire. Il y a les modernes d'un côté,
c'est ceux qui sont pour des avancées législatives, et puis les réactionnaires, c'est-à-dire ceux qui posent encore un certain nombre de restrictions, de questionnements. Très rapidement, et vous voyez très très bien, vous avez d'une part une association extrêmement militante qui déploie, elle le dit dans son discours, les valeurs de gauche, les valeurs de la modernité, des Lumières, etc. Et puis les autres, par exemple une personne comme moi qui est juif, est de suite ramenée à une position complètement délétère, réactionnaire, de catholique extrême. Et cette espèce de binarité me semble tout à fait inacceptable. Et je termine sur un point qu'a évoqué tout à l'heure Corinne. Je pense que s'il y a eu un mérite, et je lui rends hommage dans la proposition 21 de François Hollande, c'est de créer quand même une concertation. Elle était nécessaire, parce que jusqu'alors, c'était une affaire de parlementaires. Et je vais dans le sens de Corinne pour dire que je pense que nos positionnements ont évolué. Ils n'ont pas évolué dans tous les domaines, mais ils ont évolué. C'est-à-dire on a mieux compris la complexité d'enjeux qui devraient éviter des positions systématiques. Et on arrive, quand on a un peu de bon sens et quand on n'est pas en tribune, à dire que la loi Leonetti est une bonne loi. Certes, pour certaines situations singulières, il y a besoin de prise en compte singulière. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit faire évoluer la loi? C'est encore une chose qu'on peut se poser comme question. Mais il n'est pas certain que si demain on a une loi qui dépénalise l'euthanasie, d'abord on apportera les réponses là où les questions sont posées, et d'autre part que la société aura évolué par rapport à sa sollicitude à l'égard de la personne en fin de vie. Merci. Un dernier mot, mais malheureusement, Corinne... Juste, alors, parce que bon, j'ai pas le temps, mais je pense que non seulement il n'y a plus de pro-contrat, il y a eu un travail qui a été fait. Malheureusement, nous sommes dans une société où le travail fait, ça a été mon cas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai dit que je vais être assez silencieuse maintenant sur ce travail. C'est que moi, j'avais fait un travail philosophique aussi dans l'autonomie brisée sur cela. Et après, dans la note d'intervention qui était comment trouver les conditions d'une législation adaptée sur ce problème qui dépasse le problème de la coexistence pacifique des libertés et des simples droits, qui engage l'historique, la loi Leonetti et tous ces différents acteurs, mais quand même en arrivant à instituer le bien commun pour éviter qu'en ne faisant rien, un jour quelqu'un vienne à la faveur d'un nouveau changement électoral et fasse une innovation brutale. Et je pense qu'il est important de formuler les lignes de désaccord qui resteront sur ces questions indécidables, d'où on va jusqu'à la maîtrise de soi, ce qu'on appelle par dignité, mais en même temps, il est possible, il est souhaitable que dans une démocratie, on arrive à tracer ce que peut la loi et ce qu'elle ne peut pas. Et ça, je pense qu'il y a une méthodologie pour ça. Moi, j'avais essayé d'y contribuer. Ce qui me déçoit, c'est que ce sont toujours les mêmes qui s'expriment sur ces questions et qu'il me semble qu'il y a d'un côté une médiatisation qui caricature les choses et de l'autre côté, une récupération des débats par finalement des sages autoproclamés. Vous savez, on termine là-dessus, simplement, je rajoute ceci, on aurait vraiment envie de discuter plus longuement, mais on va terminer ici, mais quand on est comme ça à observer, à écouter le débat, on ne peut pas s'empêcher de craindre que cette référence à un droit de mourir dans la dignité soit le masque d'une société qui ne veut plus trouver les moyens d'accompagner les personnes jusqu'au bout, dont la médecine ne veut plus prendre en charge avec acharnement, comme elle le faisait autrefois, les potentiels techniques et scientifiques qui permettent de vivre plus longtemps, parce que par ailleurs il y a des contraintes économiques, et qu'au fond on redoute beaucoup que tout ceci amène une société terriblement comptable, violente, qui amènerait avec même la puissance de l'État derrière et de la loi, qui amènerait à dire vous avez vécu votre stock de vie, vous avez épuisé votre capital, maintenant il est nécessaire d'en terminer. Donc on a vraiment besoin là-dessus de vos lumières et de vos travaux. Merci Corinne Pelluchon, merci Emmanuel Hirsch, merci beaucoup pour vos contributions qui sont profondes et très politiques dans le beau sens du terme. Merci beaucoup.